Du 7 au 11 novembre 1983, le monde a frôlé la catastrophe et a bien failli basculer au cœur d'une troisième guerre mondiale, dans l'enfer d'un conflit nucléaire dévastateur. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique post-apocalyptique. Si le monde a failli plus d'une fois partir en vrille à cause du nucléaire militaire, il s'en est fallu de peu lors de cette période, de très peu même. Dans un contexte géopolitique extrêmement tendu, ce dont je vais vous parler aujourd'hui est considéré par certains comme l'un des moments où les deux blocs qui dominent le monde, à savoir l'Est et l'Ouest, ont été les plus proches d'une guerre nucléaire depuis la crise des missiles de Cuba en 1962. Mais que s'est-il réellement passé durant ces quelques jours? L'apocalypse était-elle vraiment à nos portes? C'est ce que l'on va tenter de voir dans cet épisode. Vous avez remarqué, je fais de plus en plus dans l'intro bien putassière. Il ne me manque plus que les miniatures bien putaclic avec des emojis et des cercles rouges, et on pourra me considérer comme un youtubeur à part entière. Avant de voir comment le monde a failli mourir dans d'atroces souffrances, ou pas d'ailleurs, il faut comme souvent mettre un peu de contexte dans toute cette histoire. Nous sommes en pleine guerre froide, les deux blocs qui dominent le monde se font les pires crasses possibles, et la période qui nous intéresse, à savoir celle du 7 au 11 novembre 1983, correspond à celle d'un exercice militaire organisé par l'OTAN. Si vous voulez en savoir un peu plus à ce sujet, je vous renvoie vers ma dernière vidéo où j'explique comment est né cet organisme et dans quelles circonstances. Les deux vidéos, vu qu'elles concernent plus ou moins le même sujet, constitue en effet une duologie. Du 2 au 11 novembre 1983 donc, les forces de l'OTAN organisent un grand exercice qui a pour nom Able Archer 83 et dont le but est d'entraîner ses postes de commandement militaire aux procédures, notamment celles concernant l'utilisation de frappes nucléaires. L'exercice fait suite à d'autres qui se sont déroulés les années précédentes et il a pour but de perfectionner des nouvelles procédures. Ainsi, à la différence de l'opération Carte Blanche que je vous ai présentée dans la dernière vidéo, ici il n'y a pas de grands mouvements de troupes ou encore des avions par paquet de mille. Cela étant, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes et l'ennemi fictif, sans pour autant l'avouer, est de nouveau l'Union soviétique. L'exercice décrit un affrontement entre deux camps, le bleu représentant l'Alliance et l'orange, un adversaire hypothétique selon l'OTAN, mais qui est en fait constitué par le pacte de Varsovie, une ancienne alliance militaire groupant les pays d'Europe de l'Est et dirigée par l'URSS. Si dans le scénario les mots OTAN et Union soviétique ne sont jamais prononcés, mais remplacés par les couleurs bleu et orange, il est clair que c'est pourtant comme ça que ça a été réfléchi. Du coup, ici, on va faire l'inverse. Le scénario de l'exercice est donc le suivant, et accrochez-vous à votre slip, ça va dépoter. En février 1983, un changement a lieu à la tête de l'Union soviétique. Loin d'être en terrain conquis, le gouvernement en place essuie de nombreuses critiques des politiques de l'ancien gouvernement pour avoir laissé les États-Unis gagner une nouvelle influence dans le tiers-monde, notamment auprès des États du Golfe et pour avoir échoué à empêcher la décision de l'OTAN de moderniser les forces nucléaires en Europe occidentale. Mars 1983, tandis que la guerre entre l'Iran et l'Irak se poursuit, l'Union soviétique fournit un soutien politique et quelques livraisons d'armes à l'Iran, mais aussi à la Syrie et au sud Yémen, ce qui inquiète profondément les États-Unis. Avril 1983, les États du Golfe Persique se sentent menacés par l'implication croissante de l'Union soviétique dans la région et ils demandent une aide militaire américaine. Les États-Unis envoient des conseillers militaires et augmentent leur présence navale. Mai 1983, d'importants troubles, de plus en plus nombreux, se déroulent en Europe de l'Est. Juin 1983, l'Union soviétique est incapable de tenir ses promesses d'aide économique à l'Europe de l'Est. Les troubles augmentent et dans le même temps, les partis politiques et groupes de pression pro-russes en Finlande font campagne contre les politiques du gouvernement et appellent à un meilleur alignement avec le bloc de l'Est. Juillet 1983, l'Union soviétique intensifie sa campagne de propagande contre les Américains. Août 1983, les Russes condamnent la pression militaire et les déploiements navals américains dans la région du Golfe Persique. Le même mois, la situation en Yougoslavie s'aggrave, notamment à cause de l'URSS. Des troubles majeurs ont lieu au Kosovo, avec de fortes indications d'un rôle albanais dans cette agitation. Le gouvernement yougoslave approche plusieurs pays alliés avec des demandes d'assistance économique et militaire. Septembre 1983, de fortes pressions sont effectuées par l'Union soviétique sur la Finlande, les pays de la région nordique de l'OTAN et la Yougoslavie. Le 18 septembre, des exercices de mobilisation commencent auprès des Russes. Début octobre, l'Union soviétique déploie des avions militaires et la présence des Russes autour de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie indique qu'ils ne sont pas là pour trier les lentilles. Le 31 octobre, l'Union soviétique envahit la Yougoslavie, puis le 3 novembre
novembre, franchit la frontière finlandaise. Le 4 novembre, soit 3 jours avant le début de l'exercice, l'Union soviétique utilise des attaques aériennes et navales contre les installations de l'OTAN et envahit la Norvège. Les Russes franchissent également la frontière interallemande et pénètrent également en Grèce alors que des forces navales mènent des attaques dans les mers Adriatique, Méditerranée et Noire. Le 5 novembre, les dirigeants de l'Union soviétique se bourrent la gueule à grand renfort de vodka pour fêter leur implacable domination. Oups, pardon. Je me suis laissé emporter par le truc. Le 5 novembre donc, ils décident d'utiliser des armes chimiques contre les forces de l'OTAN. Le 6 novembre, en raison de la forte résistance de l'OTAN, bah oui quand même, faut pas déconner, ils sont où les Américains là? En raison de la résistance de l'OTAN donc, l'Union soviétique commence à employer des armes chimiques. Le 7 novembre, soit le début de l'exercice, l'utilisation accrue d'armes chimiques par les Russes est rapportée. Le lendemain, au matin, soit le 8, le commandant suprême des forces alliées en Europe demande un emploi initial limité d'armes nucléaires contre des cibles fixes présélectionnées. Bon là, en gros, ça veut dire que les Américains veulent balancer des missiles nucléaires sur la gueule des Russes parce qu'ils ont utilisé des armes chimiques. La demande est approuvée par les autorités politiques dans la soirée et les armes sont employées le matin du 9 novembre. L'agression des Russes continue, en conséquence, une demande d'une deuxième vague d'emploi est faite. L'approbation est donnée l'après-midi et l'exécution a lieu tôt le 4e jour de l'exercice. Une guerre nucléaire totale éclate pour de faux, le monde est ravagé et l'exercice à Bellarché 83 est terminé. Tout de même, quelle histoire! S'il y a bien un truc que l'on ne peut pas enlever aux Américains, c'est qu'ils ne sont vraiment pas mauvais en écriture de scénario. Alors, cela peut prêter à rire, mais il faut savoir tout de même qu'à chaque élément important dans cette histoire, il y a réellement des ordres qui sont donnés et des actions qui sont faites. Un jeu de rôle grandeur nature, quoi, mais qui, selon la légende, a été pris un peu trop au sérieux par l'URSS, qui aurait cru que cet exercice cachait en réalité le début d'une véritable attaque contre eux, au point de mettre en état d'alerte l'armée rouge, de déclencher la 3e guerre mondiale et de se terminer en conflit nucléaire. À partir de maintenant, tout ce que je vais dire sera à prendre au conditionnel. Contexte de guerre froide oblige, ce à quoi vous ajoutez un soupçon de propagande américaine anti-russe et une petite pincée de secret et de propagande russe anti-américaine. On ne sait pas réellement si cet événement est vrai, d'autant que tout ce qui a fait cette histoire vient de sources américaines. Le point de vue russe, lui, étant venu bien plus tard. L'exercice à Bellarché 83 a bel et bien eu lieu, et à chaque tournant de le scénario, des ordres ont bien été donnés au sein de l'OTAN, sans quoi l'exercice n'aurait pas eu lieu d'être. Cette manœuvre d'entraînement de l'OTAN n'est pas réellement une surprise pour les Russes. Depuis sa création, et comme on a pu le voir avec l'opération Carte Blanche, l'Alliance procède régulièrement à des exercices, et d'ailleurs, les Russes en font tout autant. Comme à son habitude, l'OTAN a prévenu l'URSS, histoire justement de ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais avec tout ce qui s'est passé, cette dernière est sur les dents. Comme je l'ai dit, il semblerait qu'à chaque étape de l'exercice côté OTAN, l'Union soviétique ait pris des mesures concrètes. Pour mieux comprendre la situation et pourquoi Bellarché a été l'un des moments les plus chauds de la guerre froide, au point de mener une partie de l'état-major soviétique à craindre qu'une frappe américaine ne soit imminente et que les forces nucléaires soviétiques soient mises en état d'alerte, il faut revenir quelques années en arrière. À la suite de la crise des missiles de Cuba d'octobre 1962, où le risque d'un affrontement militaire entre les États-Unis et l'Union soviétique n'ont jamais été aussi proches, les tensions entre l'Est et l'Ouest retombent un peu. C'est ce que l'on appellera la période de la détente. Mais toute chose a une fin. En 1976, Leonid Brejnev, alors à la tête de l'URSS, prend la décision de déployer des missiles balistiques à portée intermédiaire SS-20, capables d'emporter une charge nucléaire. Le problème vient surtout du fait qu'il est capable de neutraliser des objectifs militaires ou industriels ciblés précisément et qu'il menace alors les grandes villes d'Europe de l'Ouest. C'est le début de ce que l'on va appeler la crise des euromissiles qui prendra fin en 1987. Avec le scandale du Watergate qui aboutit en 1974 à la démission de Richard Nixon, la crise qui suit le premier choc pétrolier qui débute en 1973 et le merdier militaire avec la fin de la guerre du Vietnam en 1975, les États-Unis ne sont pas à la fête. Les soviétiques, qui sont des petits canailloux, en profitent et décident d'aller voir du côté de l'Afrique, de l'Amérique du Sud et du Moyen-Orient s'il n'y a pas moyen de gratter quelques amis. Comment? En envahissant l'Afghanistan en 79, ce qui va pas du tout plaire aux États-Unis et à l'OTAN, qui décident enfin de se sortir les doigts et d'envoyer à leur tour des missiles balistiques Pershing 2 en Europe de l'Ouest. Des armes capables d'atteindre Moscou en seulement 8 minutes. Si jusque-là le rapport de force entre les deux blocs était bâti sur la doctrine de l'équilibre de la terreur et la destruction mutuelle assurée, l'accumulation des armes nucléaires est si importante que si un conflit venait à éclater, les deux camps finiraient par s'anéantir mutuellement. La question désormais est de savoir qui frappera en premier pour empêcher l'autre de répliquer, avec des frappes qui ne toucheraient alors plus seulement des villes, mais aussi des cibles plus précises. Janvier 1981,
Ronald Reagan arrive au pouvoir aux États-Unis. Bien décidé à faire chier les Russes, il n'aura de cesse de faire provocation sur provocation, ce qui va faire que les Russes, déjà bien parano, vont monter d'un cran dans leur démarche de vouloir à tout prix prévoir une attaque ennemie. Mai 1981 marque le début de l'opération Ryan. En gros, parce que là aussi ce n'est pas simple, le KGB veut réunir des informations sur les intentions supposées de l'administration Reagan de lancer une attaque nucléaire contre l'URSS. Et pour cela, les Russes vont espionner et interpréter réellement tout et n'importe quoi, comme par exemple tout mouvement inhabituel, des lumières la nuit dans les bases militaires ou les bâtiments gouvernementaux, ou encore surveiller l'évolution des capacités hospitalières. En bref, tout ce qui pourrait suggérer que quelque chose se prépare. Mais en vain. Dans les faits, absolument rien ne se préparait. Malgré les rapports rassurants du KGB, les choses vont tout de même s'envenimer. Le 10 novembre 1982, Brejnev meurt à Moscou et il est remplacé par Andropov, un ancien directeur du KGB. Et nous voici enfin arrivés en 1983, la fameuse année où tout a failli basculer. Jusqu'à présent, même si ça se tire un peu dans les pattes, ça va. On peut se dire qu'on est encore loin d'une guerre nucléaire. Mais l'année n'est pas terminée. Dans un discours le 8 mars 1983, le président Reagan qualifie l'URSS d'empire du mal, ce qui, vous vous en doutez, ne plaît pas, mais alors pas du tout aux Russes. Le mois suivant, Reagan en remet une couche et annonce à la télévision le développement de l'initiative de défense stratégique, de son petit nom Guerre des Étoiles, un dispositif antimissile placé en orbite terrestre depuis l'espace, capable d'intercepter et de détruire d'éventuels missiles balistiques lancés contre les États-Unis. Bon, finalement, le projet était un poil trop ambitieux et il ne verra pas le jour. Il sera finalement abandonné au début des années 90. Cependant, cela fait encore un truc de plus qui agace les soviétiques. Dans la nuit du 1er septembre, un terrible accident se produit dans le ciel soviétique. Les radars russes détectent un avion non identifié qui vient de pénétrer dans leur espace aérien et, pensant qu'il s'agit d'un avion espion américain, 2 avions de chasse Su-15 décollent pour l'intercepter. Ordre est donné d'abattre l'avion. Problème, il s'agissait en réalité du vol 007 de la Korean Airlines avec à son bord 269 personnes, dont 61 américains et parmi eux un membre du Congrès. Il n'y aura aucun survivant. Les soviétiques vont mettre du temps à reconnaître leur responsabilité dans l'accident et mentiront sans trembler des genoux devant les caméras. Néanmoins, en interne, on s'interroge. Comment cela se fait-il que sur les 17 radars qui surveillent la zone, seuls 6 avaient détecté l'appareil? Pour Andropov, c'est une raison de plus pour s'inquiéter. La défense soviétique est une vraie passoire et on ne va pas se mentir, pour une puissance militaire de ce calibre, ça la fout un peu mal. Les Américains, qui ne manquent pas une occasion de manquer une occasion, en profitent et se servent de cette tragédie pour alimenter leur discours anti-soviétique. Mais ce n'est toujours pas terminé. 3 semaines après le crash de la Korean Airlines, dans la nuit du 25 au 26 septembre, dans une base militaire non loin de Moscou, Stanislav Petrov, qui a pour mission de surveiller les satellites soviétiques censés détecter le lancement éventuel de missiles balistiques, constate que le système détecte le lancement d'un premier missile depuis le sol américain, puis un second, un troisième, jusqu'à 5. La procédure veut que Petrov en informe immédiatement ses supérieurs pour que la riposte soit lancée, mais il a quand même de sérieux doutes. Comme on a pu le voir, les systèmes de défense soviétiques sont souvent défectueux, et Petrov va plus croire en un bug qu'à une véritable attaque. Si vraiment les Américains attaquent, pourquoi le faire avec 5 pauvres missiles? Le mec a clairement une paire en adamantium, parce que s'il se trompe, son pays aura pris cher et ne partira pas gagnant en cas de conflit nucléaire. Il informe donc ses supérieurs qu'il s'agit d'une défaillance du système de détection et non d'une réelle attaque. Après de longues minutes à attendre, il ne se passe rien. En guise d'attaque, le satellite a en réalité été trompé par les reflets du soleil couchant sur les nuages. Petrov a donc en quelque sorte sauvé le monde. Bon, il va tout de même prendre un blâme pour ne pas avoir respecté la procédure, mais au moins, on est encore là grâce à lui. Cet énième incident va mettre encore plus en avant les failles de la défense soviétique. La paranoïa s'installe de plus en plus et on se met sérieusement à douter de la capacité du pays à ne serait-ce que détecter une attaque à temps, d'autant que de nouveaux indices mettent le doute sur une potentielle attaque imminente, notamment avec le renforcement des bases américaines et de leurs ambassades. Les Russes, une fois de plus, vont s'inquiéter pour rien, puisqu'en fait, il s'agit d'une réaction faisant suite au double attentat suicide de Beyrouth du 23 octobre qui causa la mort de 241 militaires américains et 58 militaires français. Au même moment, 7000 Marines américains débarquent sur l'île de Grenade pour y renverser le gouvernement révolutionnaire de Maurice Bishop. Grenade, à l'époque, est une île du Commonwealth, autrement dit, elle est sous la tutelle du Royaume-Uni et
Margaret Thatcher, alors Premier ministre, n'apprécie pas vraiment cette invasion menée par son allié sans son autorisation. Tout cela va conduire à un nombre inhabituel d'échanges entre les États-Unis et le Royaume-Uni, échanges qui seront détectés par le KGB, qui va transmettre l'information à Moscou, où on interprète cela comme une preuve supplémentaire que les pays de l'OTAN préparent une attaque. Après tous ces événements, nous voici enfin le jour de l'exercice, et au vu de tout ce qu'il s'est passé, on peut comprendre pourquoi les Russes croient plus en une véritable attaque qu'à un simple exercice. Enfin, peut-être. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça parce que l'intro est comaque. Abel Archer 83 débute donc tranquillement le 7 novembre 1983. Pour rappel, l'URSS est bien au courant de sa tenue, mais au vu des circonstances, Andropov se dit que si une attaque devait avoir lieu, elle serait dissimulée par un exercice. L'OTAN, de son côté, suit son scénario. La décision d'utiliser l'arme nucléaire est prise et des cibles sont désignées. Tout cela est bien évidemment faux, mais l'exercice est si réaliste que par précaution, le maréchal Orgakov, le chef de l'état-major soviétique, rejoint son bunker de commandement. Ordre est donné de mettre en état d'alerte les forces de dissuasion soviétiques. Les missiles SS-20 sont placés sur leur site de lancement, les sous-marins lanceurs d'engins embarquant des ogives nucléaires situés en Arctique plongent sous la calotte glaciaire et l'aviation placée en Allemagne de l'Est et en Pologne est sur le pied de guerre, réacteur allumé prêt à décoller à tout moment. L'Union soviétique est prête, l'apocalypse n'a jamais été aussi proche. Le lieutenant Leonard Harry Pirot, un haut responsable du renseignement américain présent sur les lieux pendant l'opération Abel Archer, contacte ses supérieurs au plus fort des tensions. Il s'entretient avec le commandant en chef des forces aériennes américaines en Europe, ce dernier lui demandant si les États-Unis devaient réagir à ce qu'il se passait en Allemagne de l'Est, à savoir les forces russes qui s'organisaient. Pirot se répond qu'il n'y a pas assez de preuves pour justifier une augmentation de la posture d'alerte réelle. Néanmoins, à mesure qu'il reçoit de nouvelles informations, il devient de plus en plus inquiet. Les Russes, de leur côté, avec le réalisme saisissant de l'exercice, sont au taquet. Le 11 novembre, une guerre nucléaire totale éclate pour de faux, l'exercice Abel Archer 83 est terminé et les communications radio se taisent. Un rapport du PFIAB, les renseignements de la Maison-Blanche, conclut en 1990 que les États-Unis ont peut-être, par inadvertance, dégradé de manière significative leurs relations avec l'Union soviétique. Toujours selon ce rapport, les renseignements américains et britanniques ont montré que la réaction des soviétiques et du pacte de Varsovie à Abel Archer était sans précédent et qu'il s'agissait d'une activité observée uniquement en période de crise par le passé. Au vu de tout ça, la question qui se pose finalement, c'est: est-on réellement passé à deux doigts de la catastrophe? Le principal problème de toute cette histoire, c'est que nous avons surtout le récit venant des Américains. En réalité, rien ne vient prouver que les Soviétiques croyaient en une attaque au travers de cet exercice de l'OTAN. Et là, vous allez me dire, les Russes ont tout de même mis en place leur système de défense. Alors, oui, mais au vu de tout ce qui s'était passé avant, cela peut être qu'une simple coïncidence. Et le fait d'être au courant qu'un exercice se produise n'empêche en rien d'être parano et de craindre le pire. Cet incident a surtout été le fruit de nombreux autres événements survenus les mois précédents qui ont forcé l'Union soviétique à la méfiance, alors même que le pays souffrait de graves problèmes internes avec une économie qui se dégradait et une corruption difficile à enrayer. En fait, on ignore à quel point l'Union soviétique a paniqué pendant Abel Archer. Longtemps basé de manière quasiment exclusive sur des sources occidentales, rien dans les témoignages soviétiques ne vient attester d'une forte inquiétude de Moscou à l'époque. Selon le chef du KGB aux États-Unis, Viktor Tcherkashin, l'idée selon laquelle Washington et Moscou furent proches de la guerre nucléaire était exagérée et d'une manière générale, toutes les sources provenant directement des archives du pacte de Varsovie corroborent cette vision. La prudence semble au fond avoir largement prévalu des deux côtés. Au lendemain de l'exercice Abel Archer, Reagan lance un appel pour éliminer les armes nucléaires et le 8 décembre 1987, soit 4 ans après, le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire à Washington est signé entre le président Reagan et Mikhail Gorbatchev, le dernier secrétaire général de l'URSS. Il concerne le désengagement des armes de type Pershing et SS-20, ce qui met par conséquence fin à la crise des euromissiles. Plus tard, avec la chute du mur de Berlin en 89 et la disparition de l'Union soviétique en 91, un tournant se fait dans l'histoire du monde. On a alors pensé, naïvement, que la disparition de ce monde bipolaire allait transformer ce dernier en monde unipolaire et que les autres nations se rangeraient derrière les États-Unis, alors en position de toute puissance. Tous les pays seraient alors progressivement devenus des démocraties libérales, pratiquant le libre-échange et empêchant ainsi tout conflit armé de réémerger. Si l'hégémonie américaine a effectivement eu lieu dans les années 90, il en est tout autrement de nos jours. Avec l'émergence de nouvelles puissances comme la Chine et l'Inde, ou encore le retour de la Russie sur la scène internationale, il est évident que nous sommes à présent dans un monde multipolaire où chaque grande puissance cherche à défendre son
noces ou à étendre sa sphère d'influence, parfois en employant la manière forte, que ce soit avec la Russie qui a clairement foutu la merde ouvertement, ou encore avec les États-Unis qui, sous couvert de vouloir aider l'Ukraine, affrontent en fait indirectement son ennemi de toujours. Cette vidéo se termine, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire, c'est là pour ça et YouTube aime bien. Que pensez-vous de cet exercice? Pensez-vous que nous sommes réellement passés à 2 doigts d'une apocalypse nucléaire? Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique, et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!